Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, des pans entiers de notre pays se sont effondrés. La crise du Covid-19 signera la fin d'un mandat catastrophique avec une situation sanitaire et économique calamiteuse. Cette période marque également l'avènement du mensonge et de la manipulation. Les fameux termes de fake news, de complot fleurissent pour qualifier ceux qui ne veulent pas se résoudre au lavage de cerveau. Face à cela, TV Liberté a mis un point d'honneur à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas ailleurs. Nous sommes même parvenus parfois à contraindre certains médias du système à recevoir nos invités. TV Liberté a gagné des batailles, mais nous avons aussi payé cash notre engagement pour la vérité. Nos vidéos ont été censurées par les géants du numérique, notre chaîne a été suspendue à plusieurs reprises. Ils veulent tuer le messager. Tuer le messager parce qu'ils ne peuvent plus rien contre le message. Les mensonges du pouvoir médiatique et politique sautent de plus en plus aux yeux. De plus en plus de Français comprennent la manipulation permanente des chiffres, du discours dominant, des opérations de communication. Ils redoublent d'autoritarisme parce qu'ils sont aux abois. Et l'année qui s'annonce sera crucial. L'échéance électorale présidentielle va donner lieu à un exercice de propagande du système encore plus puissant, renforcé par la gestion du Covid-19. Plus que jamais, le rôle de TV Liberté sera essentiel. Alors il ne faut pas se leurrer, ils feront tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour tuer le messager. Mais à l'attaque, il nous faut répliquer, résister. Faites un don à TV Liberté. TV Liberté n'appartient pas à un apparatchik ou un financier proche du pouvoir. TV Liberté n'a pas de publicité. TV Liberté n'a qu'un seul soutien, vous. Alors, je compte sur vous. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition que je vous invite dès à présent à partager, à commenter, après avoir cliqué sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Au programme ce soir, retour sur la dernière incurie du gouvernement, le scandale des professions de foi jamais arrivé à destination. Et comme d'habitude, Emmanuel Macron cherche des coupables ailleurs que dans son camp. Également dans cette édition, retour sur le pot pourri francilien avec la liste d'union de la gauche autour de l'écologiste Julien Bayou, rejoint par la PS Audrey Pulvar et la prétendue insoumise Clémentine Autain, un regroupement qui ne devrait pas susciter d'engouement particulier. Et puis nous reviendrons sur le score de Florian Philippot au premier tour des régionales. Sans grand parti ou finance pour le soutenir, le président des Patriotes est parvenu à réunir près de 7% des voix dans le Grand Est, une satisfaction qu'il tient sans doute de sa politique contre la ligne autoritaire du gouvernement dans la crise sanitaire. Un fiasco de plus pour le gouvernement. Après le gros couac de la distribution de la propagande électorale, le ministre de l'Intérieur a été interrogé par la commission des lois du Sénat pour s'expliquer sur les différents dysfonctionnements. Nouvelle preuve des défaillances de l'État, présentée par Thibaut Bastide. Tracts non délivrés, éparpillés le long des routes ou tout simplement retrouvés brûlés dans les bois, le sort réservé à la propagande électorale a semé la zizanie après le premier tour des élections régionales, à tel point que le ministre de l'Intérieur et accessoirement responsable de la bonne tenue des élections, Gérald Darmanin, a été convoqué ce mercredi par la commission des lois du Sénat pour s'expliquer sur les dysfonctionnements qu'ont fait remonter nombre d'élus de terrain. Et dès les premières minutes de son audition, le locataire de la place Beauvau a été confronté aux nombreuses preuves par le biais de différentes photographies retransmises sur écran géant. Difficile donc de nier ou de minimiser les faits, comme avait tenté de le faire son acolyte Marlène Schiappa dimanche soir. Sur le plateau de France 2, elle avait pris soin d'apporter quelques chiffres pour éviter une déconvenue. 50 millions de plis confiés à la Poste, qui a déclaré avoir livré 100% de ses plis, et 42 millions confiés au prestataire Adrexo, qui a déclaré en avoir livré 99%, ce
qui correspondrait à 21 000 plis non livrés. Interrogé sur les raisons de ces fautes, Gérald Darmanin a patiné, évoquant le défi logistique lié à la concomitance des 2 élections régionales et départementales, ce qui n'est pourtant pas une première, le peu de concurrence sur ce marché de la distribution, mais aussi le manque d'expérience de la société Adrexo, tenue pour principal responsable des manquements. C'est donc la faute de la petite entreprise qui a eu les yeux plus gros que le ventre et qui n'a pas su gérer. En clair, selon Gérald Darmanin, le gouvernement qui a pourtant choisi le prestataire n'est pas franchement responsable des défaillances. Une rengaine bien connue depuis le début du quinquennat Macron, le régalien est démantelé mais c'est toujours de la faute des autres. Et pour se laver encore un peu plus des accusations, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il avait convoqué les représentants de la Poste et d'Adrexo lundi au ministère pour prouver qu'il avait fait sa part du travail. En revanche, Gérald Darmanin a fait une concession, il a reconnu que les données fournies par la Poste et Adrexo, soit respectivement 0% et 1% de plis non distribués, n'étaient pas correctes. Selon lui, 9% des plis dévolus à la Poste et Adrexo n'ont pas été livrés et jusqu'à 13% dans certaines zones urbaines. Un chiffre largement supérieur à la moyenne habituellement constatée autour de 4 à 5%, un chiffre déjà élevé qui ne correspond pas à des dysfonctionnements mais bien à la volonté des employés de la Poste qui font la pluie et le beau temps de la distribution. Pour faire simple, il y aurait donc eu 4 à 5% de plis non distribués à cause des dysfonctionnements, le reste étant silencieusement attribué à une malveillance ordinaire. Un prestataire privé sérieusement mis en cause, c'est aussi pour camoufler la responsabilité directe de l'État par l'intermédiaire de la Poste. En effet, si la Poste connaît de sérieux problèmes, c'est aussi parce que l'État, celui présidé par Emmanuel Macron, est devenu incapable de gérer convenablement quoi que ce soit, surtout quand il s'agit du bon fonctionnement du pays. En revanche, pour ce qui est de la privation des libertés, de la répression toujours plus importante, à ce moment-là, on peut toujours compter sur lui, comme on a pu en avoir la preuve lundi soir lors de la fête de la musique. Malgré un taux d'abstention record, les candidats de la gauche pour l'Île-de-France persistent dans la tambouille politique. Une nouvelle démonstration qui explique pourquoi les Français restent chez eux. Le point maintenant. Une bien belle équipe de circonstances saupoudrée d'écriture inclusive. C'est désormais officiel avec le dépôt des listes clôturées mardi soir. Le 2e tour des régionales en Île-de-France portera devant les électeurs une liste d'union de la gauche intitulée « Rassemblement pour l'écologie et la solidarité ». Il aura fallu rien de moins qu'une douzaine d'heures, une calculette et une règle de 3 pour parvenir à un accord qui, vous l'aurez compris, est particulièrement tourné vers l'amélioration de la vie des électeurs. Un projet commun enrichi, selon le Vert Julien Bayou, qui s'était illustré durant la campagne en fustigeant les boomers. Un bien mauvais calcul puisqu'ils constituent l'essentiel des votants. Avec les 12,95% de Bayou, les 11% d'Audrey Pulvar et les 10,24% de Clémentine Autain, réunissant déjà au premier tour tous les insoumis et les communistes, la liste d'union prétend pouvoir en découdre avec Valérie Pécresse, la présidente sortante de la région, qui a frôlé les 36%. D'un point de vue arithmétique, la liste d'union regrouperait 34,26%. Mais l'abstention record du premier tour laisse tout le suspense pour le deuxième. Par ailleurs, la tambouille politique autour du projet des 3 candidats a de quoi surprendre. Ainsi, le point d'orgue, pour ne pas dire le seul angle plébiscité par Audrey Pulvar dans la campagne des régionales, à savoir les fameux transports en commun gratuits, a disparu. Un reniement de plus pour celles qui s'étaient déjà tiré une balle dans le pied avec les réunions non mixtes ou les blancs de Vester. Le score plus que modeste de l'ancienne journaliste n'a pas fait les frais du maire de Paris, Anne Hidalgo, qui gère la capitale avec une alliance avec les Verts. Il n'y avait rien de bien étonnant de voir l'édile appeler au rassemblement derrière Julien Bayou dès le soir du premier tour, mais il n'en reste pas moins que la position de faiblesse de la candidate socialiste ne fait pas les affaires de celle qui se voyait déjà sur la rampe de lancement pour la présidentielle de 2022. Par ailleurs, l'alliance avec Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, pose un vrai problème au maire de Paris qui tente toujours de faire du clientélisme discret, tandis que les sbires de Mélenchon affluent goulûment aux manifestations organisées par les éléments proches des islamistes. Les électeurs pourront donc découvrir un programme gloubi-boulga remixé par les accords entre les 3 candidats et constater les reculades et incohérences. Enfin, s'ils reçoivent les professions de foi. Du côté de Valérie Pécresse, largement en tête au premier tour, le problème réside dans le réservoir de voix bien pauvre. En effet, avec le maintien de la liste de La République En
marche de Laurent Saint-Martin, le centre droit a des chances de réitérer en faveur de la majorité présidentielle. Une mauvaise nouvelle sur le plan des chiffres, mais peut-être également une bonne pour l'avenir de la possible candidate à la présidentielle qui, déjà taxée de Macron-compatible, a tout à gagner à maintenir ses distances. De l'autre côté, les 13,12% du candidat Rassemblement national Jordan Bardella devraient y rester, sauf si les déclarations virulentes des cadres du parti sur les abstentionnistes ont terminé de doucher leur envie de voter. Toutefois, les ravages de la capitale, symbolisés par le mouvement Saccage Paris pour critiquer l'action d'Anne Hidalgo, pourraient convaincre une partie des électeurs des listes minoritaires de ce deuxième tour de faire barrage à la gauche, en préférant encore voter pour Valérie Pécresse et éviter ainsi le massacre écolo-socialiste au niveau régional. Une page politique régionale à présent avec une des rares surprises de l'élection. Les près de 7% des patriotes de Florian Philippot dans le Grand Est. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Certains le disaient enterré après son score de 0,65% aux européennes de 2019. Il a prouvé qu'il avait encore des ressources. C'est Florian Philippot, président des Patriotes, qui a atteint près de 7% des voix aux élections régionales dans le Grand Est. Une progression encourageante pour l'ancien numéro 2 du Front National qui entend s'installer dans le paysage politique. Pour nous, c'est quand même une très forte progression parce que on doit comparer avec l'élection sous laquelle nous étions avec la même bannière patriote, c'est-à-dire les élections européennes de 2019. Et dans la région Grand Est aux européennes, nous faisions pile 1%. Donc on est passé de 1 à 7. 1, vous êtes assez marginal. 7, vous êtes une force politique qui n'est pas encore très grande, mais vous existez. Voilà. Nous avons vu l'émergence d'une vraie force politique souverainiste de défense des libertés. C'est une évidence, alors qu'à côté, d'autres forces politiques très anciennes étaient plutôt en effondrement. Et j'ajoute que nous étions présents dans 25 cantons pour les élections départementales et que partout, là aussi, nous avons multiplié les scores des européennes par 2, par 3, voire par 10, avec des pointes à 12% dans un canton de la Marne. Donc on est, de ce point de vue-là, très heureux de nous installer, de progresser et de voir qu'il y a un éveil chez certains Français. Progresser derrière le diptyque défense des libertés et souveraineté, un thème qui a pris tout son sens avec la conjoncture covidienne qui a vu notamment les libertés considérablement reculer. Seule personnalité politique à défendre une position hors des sentiers battus dans la crise sanitaire, Florian Philippot a su récolter les fruits de ce positionnement inédit dans le paysage politique national. L'ancien député européen entend insister sur cette ligne de défense des libertés sans pour autant négliger son souverainisme et poursuivre sa progression avec dès cet été un congrès national fin août. Écoutez, moi j'étais très clair dans cette élection régionale dans le Grand Est. Ma liste s'appelait Liberté. Liberté évidemment face au covidisme, face aux enfermistes, face à la vaccination obligatoire, face au pass sanitaire, liberté de prescrire les traitements. Donc évidemment, nous avions un discours tout à fait différent du reste de la classe politique française, du RN à la France insoumise, mais aussi liberté parce que souveraineté. Et je n'ai pas caché du tout l'ambition d'être un élu souverainiste dans l'Assemblée, de défendre le Frexit parce qu'il faut être cohérent à tout niveau. Et je suis certain que là aussi nous capitalisons sur cette position claire, cohérente, surtout au moment où le Rassemblement national, lui, a fait le chemin inverse, a abandonné la souveraineté nationale en voulant rester dans l'Union européenne, dans l'euro, dans la CEDH, dans Schengen, dans l'OTAN. J'ai vu des électeurs qui m'ont dit écoutez, moi je défends la souveraineté de la France. Et je crois que pour avoir une politique efficace en matière d'immigration, en matière économique ou en matière industrielle, il faut une souveraineté de la France. Donc nous allons continuer sur ce registre. Nous allons reprendre dès samedi prochain nos manifestations pour la liberté et la souveraineté sous les fenêtres de Véran, dès ce samedi 26 juin à 15h. Et puis nous allons préparer notre grand congrès national de fin août, le 28 août prochain, qui va être un très grand événement. Et notons pour être plus complet qu'un autre candidat hors grand parti a réalisé une percée au régional avec la personne d'Eddy Puy-Jalon pour le mouvement de la ruralité. Résistons avec Jean Lassalle en Nouvelle-Aquitaine avec 7,35% des voix. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Suspension de la réforme de l'allocation chômage. Le Conseil d'État a suspendu mardi l'entrée en vigueur le 1er juillet de la mouture gouvernementale portant sur de nouvelles règles de calcul du montant de l'allocation chômage. La plus haute juridiction de l'ordre administratif raye donc une promesse de campagne du programme présidentiel de 2017. La juridiction reproche au gouvernement d'avoir repoussé la réforme qui touche les entreprises en maintenant celle concernant les salariés, ce qui constituerait une erreur manifeste d'appréciation qui entache l'application immédiate de la réforme
pour les salariés. Une impréparation de l'exécutif qui laisse songeur alors que le ministre du Travail, Elisabeth Borne, affirme que cette décision ne remettait pas en cause la réforme. Reste que le gouvernement dispose désormais de très peu de temps et va devoir de plus en plus opérer avec l'arrière-plan électoral de la présidentielle de 2022. Les prochaines décisions devraient, comme souvent en fin de mandat, consister à arroser tel ou tel segment électoral pour s'assurer de précieux bulletins de vote. Valeur actuelle sur le banc des accusés. L'hebdomadaire passait devant la 17e chambre ce mardi pour une caricature du député LFI Daniel Obono. Le journal voulait pointer du doigt la responsabilité des Africains dans l'esclavage au XVIIIe siècle. Le directeur de publication doit comparaître pour injure publique à caractère raciste, tandis que son directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, et le rédacteur de l'article seront jugés pour complicité. Face à eux, on retrouve donc Daniel Obono, soutenu par plusieurs associations parmi lesquelles SOS Racisme ou encore la Ligue des droits de l'homme. Un procès qui sera l'occasion de prendre la température sur la fameuse liberté d'expression. Une momie au secours de Muselier. En PACA, dernière région où opère le Front républicain et où les Républicains se sont alliés à La République en marche contre le Rassemblement national, le sortant Renaud Muselier a reçu le soutien d'un vieux monsieur bien connu sur le Vieux-Port, Bernard Tapie. Condamné à de nombreuses reprises, fort en gueule et malhonnête en affaires, celui qui fut ministre, président de l'OM et chef d'entreprise a affirmé mardi à propos du RN, je cite, « La région ne peut pas appartenir à cela ». Une phrase étonnante car celui qui remporte l'élection ne sera pas propriétaire de la région. Par ailleurs, Bernard Tapie, propriétaire du journal La Provence, indique avoir été poussé par le candidat RN Mariani à sortir de sa réserve car celui-ci aurait trompé ses électeurs. Il faut dire qu'en matière de tromperie, l'individu en connaît un rayon. De son côté, Thierry Mariani a préféré éviter la polémique et a simplement affirmé que Bernard Tapie, qui rappelons-le a 78 ans, se trompait d'époque. Les mineurs de 12 à 18 ans face à la piqûre depuis le 15 juin, ces adolescents ont accès au vaccin, ce qui n'est pas sans poser la question du consentement des mineurs. Un consentement qui, dans certains cas, n'inquiète guère nos élites, comme en témoigne l'affaire Duhamel et les suspicions qui pèsent sur certains membres de la classe politique. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a affirmé que la vaccination sur les plus de 12 ans se fera sur la base du volontariat avec l'accord des parents. Reste qu'un mineur de 15 ans qui souhaiterait ou serait poussé à se faire vacciner pourrait bien se passer de l'avis de ses parents en vertu de la loi permettant aux mineurs de garder le secret sur leur état de santé et donc de se soustraire à l'autorité parentale selon l'article L 1111-5 du Code de la santé publique. Des milliers de manifestants à Paris pour défendre le service public. Mardi, des organisations de gauche ont défilé dans les rues de la capitale sous la pluie pour défendre le service public de l'énergie. La mobilisation à l'initiative de la CGT a été largement suivie par le PCF et la France Insoumise et visait à dénoncer les menaces de privatisation d'un secteur régalien et donc essentiel. Une menace bien réelle qui devrait revenir sur la table en cas de réélection d'Emmanuel Macron en 2022. La mise en place d'un projet baptisé Hercule visant à réorganiser le groupe EDF, fortement endetté, inquiète également pour l'emploi dans l'entreprise. La Caca Mobile ou le génie australien plein gaz. Une entreprise du pays continent spécialisée dans le traitement des eaux usées profite des excréments pour faire fonctionner un véhicule électrique. C'est dans l'état du Queensland que le premier SUV poo-powered, c'est-à-dire à l'énergie popo, a vu le jour. Via l'épuration d'eau, des bioréacteurs récupèrent des nutriments décomposés par un digesteur produisant du biogaz qui alimente le moteur générant de l'électricité afin d'alimenter la voiture. Selon les calculs de l'entreprise, les déjections journalières d'une personne peuvent propulser une voiture sur 450 mètres. En la matière, il semble que l'expression « l'union fait la force » soit donc à propos. L'entreprise Urban Utilities, pouvant compter sur 330 000 habitants du sud et de l'ouest de la capitale de l'État Brisbane, elle récupère pour chaque batterie l'équivalent de 1000 passages aux toilettes. À croire que le monde de demain verra enfin constructeurs automobiles et vendeurs de laxatifs travailler main dans la main. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. Martial Bild reçoit le sociologue et professeur émérite Michel Maffezoli pour son dernier ouvrage, L'ère des soulèvements. Découvrez également un nouveau numéro de Perles de culture. Anne Brassier reçoit Thomas Flichy de la Neuville pour ses 3 derniers essais, dont un sur Napoléon Bonaparte.
Également au programme ce soir, synthèse. Roland Elie reçoit Francis Bergeron pour fêter les 40 ans du quotidien présent et retracer l'histoire du journal. Tout de suite, c'est Mes libertés politiques avec François Biot-Lecner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Retrouvez Mes libertés politiques avec terredefrance.fr. Parfums et accessoires solidaires du monde rural. Voilà que les féministes se mettent elles aussi au « en même temps ». D'un côté, on crache sur le gouvernement, les institutions, les organismes publics qui ne font pas le boulot. Et de l'autre, on refile des formations à ces mêmes gouvernements, institutions et organismes publics pour se faire des sous-sous sonnants et trébuchants. Caroline de Haas, l'une des égéries du mouvement féministe, est toujours la première à montrer les crocs et à sortir des énormités pour défendre le droit des femmes à ne plus être des femmes et celui des hommes à être coupables par définition. C'est elle qui nous expliquait il y a peu qu'un homme sur 2 ou 3, elle n'en est pas très sûre, est un agresseur. Ce n'est pas le scrupule scientifique de la statistique qui l'étouffe, la brave dame. Madame de Haas a exercé tout plein de fonctions passionnantes. Secrétaire générale de l'UNEF, fondatrice et porte-parole de l'association Oser le féminisme, conseillère au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem. De belles références. Elle a ainsi obtenu, par ses éminentes relations, qu'un protocole sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique soit signé, intégrant la possibilité d'actions de formation ou de sensibilisation. Et devinez, c'est qui va les organiser, ces actions de formation ou de sensibilisation? L'amie Caroline, bien sûr, toujours là au bon endroit, quand il faut et comme il faut, puisqu'elle a, comme par hasard, un cabinet spécialisé là-dedans. Un cabinet avec des collaborateurs, ou plutôt, devrais-je dire, des collaboratrices, triés sur le volet. Que des femmes. Non, ce n'est pas sectaire. Que des hommes, ça aurait été sectaire. Que des femmes, ça ne l'est pas. Avec un tel régiment, Caroline de Haas forme et sensibilise tout le gratin. Matignon, Grenelle, les préfectures, les agences publiques, Le Monde, HEC, toute l'élite bien pensante passe sous son rouleau compresseur. Elle y met tellement d'énergie qu'elle finit par se rendre odieuse chez à peu près tout le monde, même Marlène Schiappa. L'amie Marlène, la plantureuse Marlénou d'amour, commence à ne plus pouvoir la voir en peinture. Une référence. Caroline de Haas, la féministe harceleuse qui harcèle pour dénoncer le harcèlement, le tout aux frais du contribuable, aura réussi ce miracle, rendre la Marlénou presque sympathique. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une très bonne soirée.